16 novembre 2017, plutôt le 15 novembre 2017, et je voudrais m'atteler à sa tâche qui est de présenter un bilan, mais qui est quand même assez risqué, puisqu'en matière de bilan, les choses sont un peu compliquées. Un bilan, c'est quelque chose qui a besoin de temps, qui a besoin d'être présenté dans ces diverses parties, et qui a besoin justement d'être élaboré de façon euh, assez englobante, assez incluante. Il ne faut pas privilégier certains aspects et en négliger d'autres, ou plutôt il ne faut pas pratiquer non plus l'élagage. Il faut aussi parler des branches mortes, et parler aussi des erreurs, parler aussi des manquements, parler aussi des insuffisances, parler aussi des faiblesses, parler aussi des occasions manquées. Le problème, c'est que ce bilan-là, il n'est pas glorieux. Alors, il risque d'être plutôt ce que je viens de dire. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette nuance ou pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit, puisque finalement, le bilan peut être réduit, peut être résumé à une suite d'erreurs fatales, stratégiques, fatales, de choix ou non-choix. Et il me plaît de convoquer cette image de la guerre, je ne sais pas, de la guerre à l'ancienne mode, ancien régime, où il s'agissait de choisir un lieu pour se battre. Et donc, c'était une façon de faire la guerre assez classique. D'ailleurs, les guerriers étaient des mercenaires, et donc, ils n'avaient pas spécialement, ils défendaient pas un territoire, mais plutôt ils offraient leurs services à celui qui les payait, qui les utilisait. Il n'y avait pas d'armée de conscription, il n'y avait pas d'armée nationale à proprement parler. Et donc il y avait justement euh, les choses étaient plus simples, puisqu'on choisissait un peu le terrain. Peut-être on se mettait d'accord sur un terrain, et puis sur un lieu, et puis on avait un peu on mettait en œuvre un peu les tactiques classiques, je ne sais pas, en faisant varier un peu le moment où on faisait intervenir telle ou telle armée, tel ou tel régiment, et finalement celui qui peut-être l'emportait, celui qui avait fait un peu le meilleure anticipation, celui qui avait fait... Oh, il y a eu... Ce n'est pas tout à fait exact. La guerre est quelque chose qui n'obéit pas toujours à des codes. Elle est aussi le lieu où on essaie on ne respecte pas toujours le rapport de force. Il n'y a pas égalité, il n'y a pas une parité entre les combattants d'un côté comme de l'autre. On pouvait entamer la guerre avec quelqu'un qui était moins fort, moins puissant que nous, et donc finalement ce que je viens de dire non plus n'est pas, en tout cas,
C'était une sorte de présentation pour dire que le champ de bataille, et c'est quelque chose que nous n'avons pas déterminé, le choix des armes non plus, le moment de se lancer dans la bataille n'est pas le bon, euh, on n'a pas étudié, on n'a pas de compétences pour entamer une quelconque bataille, et finalement on arrive dans, dans une époque, voilà, parce qu'il s'agit aussi d'élargir, et ne pas parler d'un lieu, mais de parler d'une époque, qui est une époque de grands changements. Alors, ouais, on peut dire changement à chaque fois qu'on parle qu'on parle comme ça de façon chronologique. À chaque fois, il y a des changements, à chaque fois il y a des variations. Alors à ce moment-là, on peut être d'accord ou pas d'accord sur l'intensité et sur le côté novateur des changements, des variations. Il peut y avoir des éléments qui n'étaient pas connus auparavant, qui intervenaient. La Renaissance, le siècle des Lumières, les révolutions, oui, bien sûr, la révolution industrielle notamment, tout ça, ça peut participer d'un changement dans les rapports sociaux, dans la montée ou le déclin des élites, ça peut avoir une influence sur le destin des hommes. Mais on a l'impression que malgré tout cela, les changements qui ont eu lieu au XXe siècle sont d'une toute autre ampleur, comme on dit. Les changements inédits, les déplacements de population sont sans précédent, la mobilité, le terme actuel pour parler de déplacement, la mobilité est quelque chose qui est devenu assez fréquente et quelque chose qui est devenu permanent. Tout le monde se déplace, mais et alors on se déplace et donc il y a rencontre, il y a confrontation, il y a des sentiments un peu mélangés. On est chez soi tout en n'étant pas chez soi. On a du mal à s'intégrer, que ce soit de façon volontaire ou de façon involontaire. Nous faisons preuve d'une certaine rigidité à ce niveau-là. Donc le bilan, ce n'est pas le problème. Voilà. Donc quand on commence à parler en termes de bilan et qu'on le fait de façon improvisée, on commence un peu à présenter quelques grands traits. Et là, le destin individuel, évidemment, c'est une entreprise destinée à se trouver certaines circonstances atténuantes. Donc, on intègre un peu l'individuel dans le collectif. L'individu, évidemment, il a une part de responsabilité dans la gestion de sa propre destinée, mais il est, en grande partie, il, il est l'objet d'un certain nombre de facteurs ou d'un certain nombre de processus qui lui échappent, processus historiques, processus, j'allais dire presque méta-historiques. Il y a des choses, notamment quand on parle, à un moment donné, il y avait ce truc de centralité, périphérie, centralité, centre. Et donc, il y a une puissance qui exerce une forte attraction sur les régions qui lui sont adjacentes, qui lui sont périphériques. Ce centre est évidemment l'Europe. Et ça aurait pu être, pour moi en tout cas, ça aurait pu être aussi d'autres centres. À une époque, il y avait l'influence de... Donc il y a peut-être un centre et qui est
qui est un peu dominant, mais il peut y avoir plusieurs centres. Donc l'individu, il n'est pas tout à fait dans une sorte de... Il n'est pas condamné, mais il peut être amené à faire un choix dont il ne va pas être satisfait avec le temps. Les divers centres, ça aurait pu être l'Égypte, ça aurait pu être l'Irak, pas l'Arabie Saoudite, là c'est clair, mais l'Irak exerçait une attirance, une attraction, et l'Égypte peut-être un peu moins, mais il y avait l'Union soviétique, ça aurait pu être les pays de l'Est, ça aurait pu être une possibilité. Après, ça aurait pu être en Europe même, ça aurait pu être l'Allemagne, mais là, ce n'était pas possible. D'abord, l'Allemagne n'était pas présente dans l'histoire du Maroc, elle n'était pas présente dans la culture du Maroc, et donc ça aurait pu être l'Angleterre, puisqu'il y a quand même une certaine présence, notamment par la radio, et finalement, la culture anglaise était donc arrivait à se faufiler, arrivait à se trouver une petite place au milieu des deux grandes cultures dominantes qui sont la culture arabe et la culture française. Et donc finalement, la France a défaut d'autre chose. Et quelque part, à un moment donné, ça aurait pu être le Canada. Le Canada, mais ça ne l'a pas été. Et donc la France, parce que l'histoire avec la France commence très tôt. Et c'est pour cela que il aurait été peut-être indiqué d'aller d'abord en France, de régler cette histoire euh, de, d'attraction, de banaliser la France, de manière à lui enlever ce fort caractère un peu tentateur, mais, mais de ne pas y résider, de ne pas y passer la majeure partie de sa vie. Et finalement, c'est cela qui caractérise un peu l'individu, c'est qu'il est capable, à un moment donné de sa vie, de faire un pas de géant, c'est-à-dire de se déplacer, d'avoir le courage la folie ou l'inconscience d'aller très loin. Il est poussé par une énergie, par un désir puissant auquel rien ne résiste. Et il arrive en France et puis il ne continue pas. Ça aurait pu être à un moment donné, pourquoi pas, quelqu'un qui aurait un peu d'intérêt pour le monde aurait pu très bien dire je vais en Norvège. Pourquoi pas? Bah, c'est vrai que c'est spécial, mais pourquoi pas la Norvège? Ça aurait pu être continuer, mais non, pourquoi s'être arrêté? Et en plus, s'être arrêté dans un lieu qui n'est pas le lieu central, même si lui-même il constitue un centre, mais c'est un centre secondaire. Ça aurait dû être le lieu de la centralité française, le lieu où tout se passe, finalement, le lieu où il faut être si on veut devenir quelqu'un. Et, et finalement, voilà un peu on fait ce genre d'observation. C'est regrettable, c'est presque incompréhensible que quelqu'un cesse d'être mobile. Et l'immobilité est obligatoirement un facteur d'aggravation, un facteur aggravation d'un certain nombre j'allais dire, déficiences personnelles. Finalement, être installé dans un territoire nous fait, en fait, à un moment donné, atteindre les limites de ce territoire, ce qui peut nous offrir. Si ce territoire est plutôt tenu par une élite, si on est empêché d'intégrer cette élite,
ben, finalement, on reste marginalisé. Si dans ce territoire, il y a certaines caractéristiques qui font qu'il est totalement, non pas boycotté, mais mis en minorité. Je rappelle, à un moment donné, c'est assez, on ne peut pas parler d'ici, de ce territoire Midi-Pyrénées, comme un territoire fournisseur de grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de France, hein. Quelques ministres, mais fondamentalement pas des plus importants, pas de Premier ministre, pas de ministre de l'Éducation nationale, pas de ministre des Finances, que des ministres secondaires, anciens combattants de la ville ou de l'écologie à un moment donné, mais juste quelquefois pour des temps courts, même un an ou quelquefois moins d'un an. Ça ne fait pas, ce n'est pas ça montre à quel point cette métropole ou cette région est, est, est inexistante et ne compte pas. Et après, on peut, bien sûr, on peut, euh, comment dire, on se noie un peu dans les... C'est ça, une manière de bilan, il y a toujours ce risque de se noyer un peu dans, non pas les détails, mais dans les considérations, en essayant d'avoir une vision, une ces problèmes de mémoire, en essayant d'avoir une présentation la plus globale possible, la plus large possible, on se noie un peu dans les détails, mais c'est inévitable. Si on veut donner un éclairage sur la situation d'un individu, il faut le contextualiser. Je veux dire, le plus largement possible. Sinon, on ne comprend pas. Un individu n'est pas en lui-même suffisamment puissant, suffisamment fort euh, pour pouvoir se constituer une destinée juste parce qu'il le désire. La preuve, c'est donc moi, j'étais incapable. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'impossible. Il y a des phénomènes importants, historiques, des résultats d'un certain rapport de force, le résultat d'une certaine histoire, etc. Et puis, il y a des éléments qui jouent de façon beaucoup moins perceptible, mais qui jouent. On est poussé vers la marginalisation par tout un tas presque de réflexes. On rencontre des gens et à chaque fois, il y a la tendance à vouloir vous placer quelque part, à vouloir que vous preniez une place et que vous la gardiez. Et d'une certaine façon, des gens qui ne veulent pas que vous vous intéressiez à, aux choses qui, pour eux, vous dépassent. À un moment donné, j'ai eu l'outrecuidance de vouloir m'adresser à Pierre Jox, qui était venu ici à Toulouse, en lui parlant de ce problème de l'éloignement, la centralité, etc. Encore Paris, toujours Paris. Et je me rappelle, j'ai eu des problèmes à articuler les mots, mais c'était normal, le stress, etc. Et puis, je m'étais fait un peu, non pas engueuler, mais j'ai été pas du tout compris ni soutenu par un membre de l'élite locale qui était l'ancien président d'une université de lettres et qui était présent et qui lui n'a pas compris du tout alors que moi je m'adressais à quelqu'un, quelque part pour moi, Pierre Jox n'a pas de légitimité à venir nous raconter quoi que ce soit. Voilà un peu le truc. Moi je ne pense pas qu'il soit normal que des gens
comme ça, viennent faire le tour de France pour présenter leur bilan. Lui, peut-être, il parlait de sa présence, il voulait parler de sa présence constitutionnelle. Moi, je pensais quelque part dans ce rapport encore, dans ce rapport vertical, celui qui vient raconter ce qui s'est passé à Paris. Et nous, on est quoi là? On est la périphérie, on est juste là pour écouter religieusement et puis pour applaudir à la fin. Non, on est là pour contester la démarche elle-même. Moi, je contestais le fait qu'il puisse venir. Il serait venu pour parler de ce rapport, justement, difficile, ce rapport qui presque impérialiste Paris par rapport à la province. Mais non, et interroger, c'est cela qui pourrait nous intéresser, nous, ici ou ailleurs, que ce soit à Lyon, que ce soit à Marseille, que ce soit à Brest, peu importe, mais à toutes ces régions de France qui sont d'une certaine façon minorées, à chaque fois, il nous aurait parlé de problèmes. Voilà, donc ça aurait pu être, par exemple, on aurait très bien pu parler de la régionalisation, les difficultés de constituer de véritables régions, et puis ces régions par rapport à la région Île-de-France, etc. Quelle est leur puissance réelle? Les régions, ce serait quoi pour constituer des féodalités régionales, mais juste pour le plaisir, pour faire plaisir à quelques élites régionales, mais sans plus. Est-ce que les régions allaient instaurer un rapport de force, une véritable égalité, une véritable, comment dire, quelque chose qui instaurerait un rapport de force avec Paris? Non. Les régions demeureront de toute façon attachées à Paris. Cette histoire de transfert de certaines administrations, même de conseils de ministres en province, c'était de la rigolade. Ça a coûté de l'argent, mais ça ne change rien. La centralité est toujours là. Toutes les décisions se prennent à Paris. Et celui qui veut faire quelque chose de lui-même, avoir un destin, il faut qu'il soit tout près des instances où se prennent les décisions. Il ne faut pas être trop loin à chaque fois. Donc, d'ailleurs, ça pose un problème. Le problème est permanent. Pierre Jox est sûrement très vieux maintenant. La personne dont je parlais est morte. C'est pas parce que les gens disparaissent que la problématique se résout. La problématique disparaît. On peut l'occulter pendant un moment. Voilà un peu. On est un peu les victimes, un peu involontaires de cette histoire-là, de cette minoration, de ce processus de négligence, ce processus. Bien sûr, on sait ici, il y a l'aviation. Il y a l'aviation, c'est le résultat de la guerre. La guerre, première guerre, éloigner, protéger l'industrie, etc. Rien ce n'est pas quelque chose qui est vraiment à mettre en avant. C'est juste, et puis cette dépendance par rapport à cette industrie aéronautique. Il n'y a que l'aéronautique et rien d'autre. Bon, il y a le tourisme, mais bon, voilà, donc un peu dans cette présentation un peu pessimiste, euh, pas trop un peu sombre de la situation. Voilà, il y a donc, on se retrouve là, et puis finalement, il faut faire avec. Il y a une, une immigrée, hein, puisque c'est le terme consacré. Il y a une étrangère qui s'est installée en France, qui a pratiqué la langue, qui a écrit dans la langue, qui a théorisé dans la langue, qui a essayé de prouver. Elle a gardé un accent un peu bizarre, mais reconnaissable, c'est très bien parce que ça l'identifie. Elle est associée à quelqu'un qui se présente comme un membre éminent de l'intelligentsia française. Et puis elle dit quelque chose comme ça, comme une sorte de sentence, mais un peu pour la beauté de l'expression. Quelque part, on n'est pas
plus étranger, on n'est pas plus étranger qu'en France, et quelque chose dans ce genre. Et on n'est pas mieux étranger qu'en France. Non, c'est, il n'y a pas les deux formules, la formule entière quand elle la prononce parce que moi je ne retiens pas dans ces mots, mais quand elle la prononce, ça passe. Mais immédiatement, c'est comme quelque chose qu'on goûte, puis qu'on ça ne nous plaît qu'à moitié. On la voit, ça nous semble appétissant, puis une fois qu'on l'a goûté, ben, on commence un peu à émettre quelques réserves. Voilà, donc on n'est pas, quelque part, on n'est pas plus étranger qu'en France. Non, on est étranger, l'étranger, il est étranger partout. Et qu'est-ce qu'elle en sait, elle, de ce que vivent les étrangers dans son pays d'origine, Bulgarie ou choses de ce genre, qu'est-ce qu'elle sait? Et avec tout ce qu'on voit actuellement de ce qui se passe dans ces pays-là, comme mouvement xénophobe, et puis le comportement vis-à-vis des minorités, et puis, je ne sais pas, être étranger en Suède, être étranger en Finlande, être étranger dans les Pays-Bas, être étranger en Russie, c'est être juste un peu différent. C'est non, être, c'est l'étranger partout. Il est malmené. Il y a pas à négocier, il n'y a pas à mégoter. On n'est pas bien. Elle n'est pas encore venue, la période, l'ère de de la circulation sans problème. On est passé de la période des nations, nationalisme, frontières, récit national, gloire locale, etc. Et il y a des pays qui sont un peu éloignés, d'autres pas du tout. Ils en ont vraiment, ils en usent et abusent. Et le récit national, il est souvent exclusif. Alors, donc, on n'est pas plus étranger qu'en France. Non, en France, il est facile, si on est à Paris, c'est plus facile qu'ailleurs. Il est facile un peu d'oublier quand on est dans les grandes métropoles et surtout quand on est à Paris, qu'on n'est pas chez soi. Il est euh, parce que justement c'est ça, l'être humain, on cultive quelques j'allais dire familiarité, non, des habitudes. C'est nos habitudes, c'est nos lieux familiers, c'est notre vie, le temps qu'on passe, qui font qu'on se sent un peu en sécurité parce qu'on a des repères. Mais cette sécurité-là, il est évident, elle peut être remise en cause. Évidemment, si on a quelque chose physiquement qui prouve, qui signale à l'autre qu'on est d'origine étrangère, d'extraction étrangère, si je puis dire, on va être un peu, sans le vouloir, sans s'y attendre, sans s'y être attendu, on peut se retrouver devant un rappel douloureux à notre statut d'extra machin. Et puis, évidemment, cette personne à laquelle je pense n'a pas cette marque d'étrangeté. Bon, elle a un nez un peu particulier, une tête un peu particulière, mais elle peut très bien passer pour une autochtone sans problème. Et à part les gens qui la connaissent, mais dans la rue, et on va pas la montrer du doigt, etc. Elle ne recevra pas de remarques si elle va quelque part, etc. etc. Et, et voilà un peu donc ce sentiment de sécurité est menacé, il est tout le temps en danger, en péril. Et après, il y a donc, on n'est pas mieux étranger qu'en France, non. Non, pourquoi elle d'abord, elle parle de ça, la Bulgarie ou la Hongrie, moi je crois que c'est la Bulgarie, n'a pas d'histoire commune avec la France. Il n'y a pas.
de lien, il n'y a pas d'histoire. Nous, quand on arrive en France, on connaît la France depuis toujours. La France fait partie de nous, alors on est en terrain relativement familier, quoi qu'on dise les nationaux. On est, on est chez nous d'une certaine façon. Bulgare n'est pas chez lui en France. Donc on n'est pas, on peut être mieux, on est mieux en France parce que on est français de plein de façons, évidemment. Mais un Bulgare, il n'est pas mieux en France qu'ailleurs. Il est peut-être aussi bien en Angleterre. D'ailleurs, London est quelque chose de bien particulier. Peut-être très bien à New York aussi. Pourquoi vouloir donner, glorifier, donner, accorder cette qualité à la France il n'y a pas besoin. Donc c'est ça le problème de la formule. La formule est creuse. Elle n'indique rien. Elle est inutile puisqu'elle n'éclaire rien à la situation. Elle ne conforte, elle ne fait plaisir ni aux étrangers, ce qu'elle désigne comme étrangers, ni à ceux qui sont autochtones parce qu'ils s'en fichent. Un certain nombre d'autochtones s'en fichent que les étrangers soient bien ou pas. D'une certaine façon, il y a toujours cette petite musique, oui, on serait mieux sans, toujours, évidemment, qui n'a pas ce genre de truc, de vestige dans sa tête. Donc, venir en France, c'est venir à l'étranger, aller à l'étranger, restons dans la suite du propos, restons cohérents. Partir à l'étranger, c'est s'exposer, c'est comme si devoir renaître de nouveau. En fait, quand on arrive au monde, il y a un certain nombre de choses qu'on doit apprendre. Apprendre plus ou moins difficilement, certaines choses viennent, d'autres pas, il faut se socialiser, il faut apprendre à trouver ses marques, il faut se faire des amis, il faut se faire des alliés, etc. Euh, il faut commencer à cultiver certains réflexes, etc. Et en France, on est obligé de recommencer tout cela. Alors, finalement, c'est comme si donc, on renaissait et avec 100 parents protecteurs, voilà un peu. Alors, on est orphelin. Alors, il faut s'adapter. On est orphelin, et il faut donc se trouver des parents adoptifs. Il faut se trouver un foyer. Et dans ce foyer, on peut très bien rencontrer un foyer accueillant et bienveillant. Il y a le mot à la mode, bienveillance. Puis, je m'inscris dans mon époque. Et la bienveillance, c'est un mot qui circule on a pas mal ces temps-ci. Après, il est évident que le problème est qu'il y a des choses qu'on sent, on sent la difficulté, mais on fait comme si on fait comme si la difficulté n'était pas infranchissable et que quelque part, je ne sais pas, on pense qu'on a des capacités pour résoudre les défis qui se posent à nous, devant nous et toutes quelque part, on se surestime dans notre capacité à, je ne sais pas, à nous sentir bien dans notre deuxième famille, dans le deuxième territoire. Et on n'imagine jamais à quel point les choses peuvent se compliquer avec le temps. Quelqu'un qui reçoit en permanence des coups, ce ne sont jamais des coups mortels, mais ce sont des coups qui laissent des cicatrices. Chaque fois qu'on pose son doigt sur une partie de son corps, on reçoit une impression de douleur. La douleur, on éveille une douleur. Chaque fois, notre esprit est marqué par des coups sans fin, des coups, des multitudes de coups. Et c'est cela, on devient un être perclus de douleur, un être totalement, presque paralysé. À chaque fois, vous n'êtes pas chez vous, saleté de machin, bougnou,
le raton, racaille, il y a tout un tas de choses. Cinquième colonne, oui, pas français, pas blanc. Ah oui, là, le terme, les noms blancs. Ah oui, le terme, le dernier terme, ou un peu avant la racaille, mais le terme qui plaît, les noms blancs. Voilà un peu, on dirait que certains sont tombés sur le facteur, j'allais dire clivant, non, mais le facteur distinguant. Une distinction, je veux dire, sans, je dirais pas arabe, je dirais pas étranger, je dirais non blanc. Et finalement, qui va déterminer cette qualité de blanc ou non blanc? Toujours la question qui se pose, puisque finalement, les bruns, on peut les avoir aussi comme des nationaux, comme des compatriotes, et sans parler des autres bruns. Je parle des bruns et des méditerranéens qui peuvent être des bruns. Cela, il faudrait un nuancier, voilà, un nuancier de blanc. Au-delà d'un certain degré de marronitude, on n'est plus un blanc. Si on est trop, voilà. Donc un nuancier, comme quand on va chez le teinturier ou chez... donc voilà un peu où ça peut mener. On devient, et avec le temps, le bilan, c'est qu'on devient un expert dans la manière de pratiquer le rejet, la discrimination, de comment on fait pour se différencier d'un autre, comment on fait euh, pour exister toujours d'une façon différente, d'une façon singulière. Donc le blanc, c'est ce qui permet au national, à l'autochtone, etc., de dire je fais partie, et en plus, je fais partie, donc c'est plus l'européen, je fais partie de quelque chose qui dépasse même mon territoire national. Et donc, nous les Blancs, les Blancs seraient menacés par tout un tas de dangers. Quand je défends les Blancs, je défends une race. Voilà, ça devient une race. Je défends une culture, je défends une histoire, je défends. Donc l'internationale blanche, ce serait évidemment l'internationale par-delà les frontières, états-unienne, WASP, tout ce qu'on veut. Et puis, et voilà. Et donc, finalement, ça permet d'avoir un rapport de force. Oui, on est plus nombreux que ce que vous pensez. On est quelques centaines de millions. Voilà, ça nous permet un peu de peser. Malgré tout, l'internationale blanche, ce n'est pas un pays tout seul avec, on va dire, en France, il y a 66 millions de résidents. On va dire, tiens, on va enlever 26 millions de non-blancs, et le reste, c'est 35 millions de blancs. Ajoutons à cela, je ne sais pas, 50 millions de blancs, blancs, ou 60 aux États-Unis. Ajoutons à cela, je ne sais pas, 60 millions d'Allemands. Ajoutons à cela, au Royaume-Uni, on va ajouter, je ne sais pas, là aussi, 57 millions. Après le reste, tout est coloré. Donc, c'est ça. Donc, finalement, en additionnant tout cela, on obtient quelque chose qui pèse. Voilà un peu, il y a un savoir qu'on acquiert dont on pourrait très bien se passer. Un savoir qui n'ajoute rien, à moins d'être nommé, je ne sais pas, les gens qui cherchent encore, parce qu'ils sont d'origine étrangère, on va les nommer Monsieur Francophonie, comme cette conne de Slimani, ou cette autre conne, c'est quoi ces trucs, comme l'autre con qui a accepté les anciens combattants. Non, c'est des places prédéterminées, ça renforce l'exclusion, ça renforce un peu le domaine réservé. Voilà, on vous donne ce domaine-là, il n'y a rien d'autre. Non, on devient donc finalement, qu'est-ce que je disais, un peu, euh, je me suis un peu perdu avec cette histoire de Slimani et associé. Et finalement, l'histoire, personne ne va m'aider là pour revenir sur mon propos.
Et donc on devient un peu expert, je disais, dans le domaine, et c'est un savoir qui est superflu, qui est inutile, à moins d'être nommé, voilà, monsieur discrimination. Alors, au moins, on pourra dire la discrimination, plus pas institutionnelle, diffuse, la discrimination qui vous oblige, non pas à raser les murs, mais plutôt à toujours à vous retirer de plus en plus, le plus possible, à vous effacer. Comme un con qui a théorisé ou qui a développé ou qui a emprunté ce terme de l'invisibilité, un con de sociologue, et qui, voilà, qui étudie cela comme on étudie, je sais pas moi, le, la dynamique de déplacement dans les transports publics, je ne sais pas comment ça se distribue. Est-ce que on remarque que les femmes vont à côté des femmes et les hommes plutôt l'inverse, les vieux à côté des vieux? Comment en fait tout cela s'organise? Est-ce qu'il y a un processus inconscient? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait un peu étudier dans cette affaire-là? N'importe quoi. C'est l'invisibilité. Celui qui doit en parler, celui qui la vit, qui la ressent dans son corps et dans le reste. Voilà un peu diffuse, et donc cette retraite obligée, cet effacement forcé, voilà un peu la vraie discrimination. C'est pas d'aller quelque part qu'on vous dise ça, vous l'avez déjà expérimenté, presque vous êtes un peu, non pas en capacité de le contrecarrer, mais c'est, je dirais, voilà, ça c'est les grands marqueurs, les gros trucs. Mais quelqu'un qui vous refuse sans explication, qui vous refuse un contact visuel, quelqu'un qui refuse de marcher à côté de vous, qui refuse de vous croiser, quelqu'un dont le corps exprime et les attitudes expriment le rejet, expriment le refus, la méfiance, la défiance, tout ce qu'on veut, quoi, cette flopée de mots là. Et voilà un peu le bilan, voilà. Donc on devient, voilà, étranger à soi-même. Voilà un peu, quelque chose que j'avais essayé de traiter, mais faute de micro, faute d'enregistrement sur un PC portable, l'enregistrement n'a pas été audible jusqu'au bout. Et donc étranger à soi-même, en fait, on est, on se coupe de ce qui est soi, de ce qui était soi avant la France, de ce que on avait envie d'être, de faire, son idéal, sa folie, ses rêves, sa démesure, pour petit à petit uniquement être focalisé, être sur cette histoire de se trouver une place, de se trouver une place, d'être accepté. Alors qu'en fait, dans le pays d'origine, bien sûr, il y avait des sortes de différenciation, mais moi, je n'étais pas perdant dans l'affaire. J'étais un citadin, je pouvais me prévaloir d'un nom, je pouvais me prévaloir d'un lignage, il n'y a pas de problème, donc je ne perdais pas. D'autres, peut-être, parce que d'origine paysanne ou machin, ou d'origine servile, pourraient avoir quelques problèmes. Mais finalement, c'est... donc, tout cela n'est pas reconnu. Au contraire, tout ce dont on pouvait se prévaloir auparavant n'est pas reconnu, évidemment, n'est pas validé, n'est pas pertinent dans les rapports sociaux. Mais voilà que, donc, il y a un cours derrière l'acceptation, un cours derrière la tolérance, le vivre ensemble, un peu comment dire, toutes ces conneries d'une certaine façon, je trouve pas le terme, qu'est-ce que je peux encore ajouter quand j'ai presque tout dit,
Bah, évidemment, la tolérance, c'est pas le terme, c'était l'idée de tolérance, c'était une autre époque, mais il y a quand même, euh, c'est pas le terme exact pour parler de cette situation, c'est plus dans, en fait, l'égalité. Voilà, dans le sentiment d'égalité. Oui, là, il y avait le, euh, on n'est pas, on n'est pas considéré comme un égal, hein, malgré, on n'est pas considéré comme légitime. Là encore, c'est un terme que j'ai déjà convoqué, donc je vais pas trop, je vais suffisamment épuisé, mais on n'est pas, voilà un peu le problème. Donc en guise de bilan, il n'y a pas réellement quoi que ce soit dont on puisse se prévaloir. À chaque fois, on est, moi c'est plus moi personnellement, mais à chaque fois on est en retard d'un moment historique. On n'est pas, on arrive trop tard, on n'arrive pas comme il faut. On est encore pris par des questions un peu personnelles. On a envie de défendre encore un peu de soi, de son identité d'origine, et donc on n'est pas, on se sent pas complètement en phase avec le mouvement social en cours. Et, et puis, c'est quoi ces mouvements sociaux 86? C'est quoi il n'y a rien de vraiment puissant. À la rigueur, ça aurait pu être 68, mais même 68, c'était les fils de bourgeois, etc. Ce n'était même pas. Les étrangers là-dedans, ils n'avaient même pas. Oh non, est-ce que quelqu'un connaît, à part Cohn-Bendit, mais est-ce qu'il y a un étranger en France qui, est, qui a une place, puisqu'il y avait quand même des membres il devait y avoir quand même quelques étrangers dans les universités françaises, écoles, universités, etc. Est-ce qu'il y en a dont on peut parler comme ayant été dans le mouvement, ayant marqué le mouvement, ayant... Non, il n'y en a pas. Donc reste sur le Bendit et rien d'autre. Et finalement, et donc cette histoire, l'idée qu'on se fait du changement, si on peut pas, si on veut changer de régime politique, en France, le régime politique, la Ve République, la Sixième, il ne s'agit pas de parler de changement des monarchies, il ne s'agit pas de défendre ou une république, la république est là, la révolution a eu lieu, il y a juste un peu à faire en sorte que les disparités, que le dysfonctionnement du système des institutions puissent être contrebalancés par des dispositions légales, etc. On essaie à chaque fois, évidemment, c'est la dynamique de la vie politique, de la vie sociale. Il peut y avoir, économique, etc., il peut y avoir au départ une situation claire et ne présentant aucune, aucun aspect d'anormalité, aucun aspect de dysfonctionnement, puis avec le temps, les dysfonctionnements arrivent, la sécurité sociale, ses déficits, etc., la gestion des allocations de chômage, la gestion de l'hôpital public, etc. Donc il faut à chaque fois un peu, non pas rétablir l'équilibre, voilà. Peut-être même essayer de revenir, non pas à la situation initiale, mais c'est tout ce qu'on veut faire. On veut maintenir les choses dans un état acceptable, dans un état qui réponde, qui puisse répondre ou satisfaire le maximum. Après, on accepte toujours qu'il reste un certain quantum de, de, de choses qui ne vont pas, mais cela n'est pas important parce que marginal. Et voilà un peu les choses, on parle, voilà, par exemple, libéralisation, voilà, service, on va dire, un service qui était assuré par la puissance publique, devient soit privé, soit à moitié privé. Voilà un peu les choses. Est-ce que cela a l'air d'être emballant? Est-ce que cela a l'air d'être inspirant?
C'est cela les combats qu'on peut vouloir faire en France. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. On peut que se battre pour soi-même, quelque part. Le combat qui est important. Oui, on peut parler du logement, oui, voilà. On connaît l'histoire, la déficience en logement collectif, etc. Mais je ne sais pas si à un moment donné, on peut parler, voilà, il y a les infrastructures, il y en a, on peut parler, je ne sais pas, oui, les problèmes la SNCF, on peut dire oui, il peut y avoir des problèmes parce qu'il y a quelques laissés-aller, un peu manque, il n'y a pas assez d'entretien sur certaines lignes, etc. Mais les lignes sont déjà là, le pays est maillé par par les voies ferroviaires, maillé par les routes et autoroutes. Il n'y a pas à dire, hein, il nous faut un plan de déplacement, quelque chose de monstrueux, et puis on aura des arbitrages, justement. Et là, dans ce moment-là, et puis là, ça devient un peu technique, ce n'est plus de l'ordre de l'idéal, c'est juste la gestion un peu à moyen ou à long terme, mais c'est tout. Et voilà, c'est cela. Et donc on se retrouve juste à demander un peu pour soi, comment dire. Voilà, le paradoxe, c'est qu'on est invisibilisé, on demande en même temps, d'une certaine façon, à l'être. À l'être, parce que ça nous préserve. Si tu ne me vois pas, ben, tu ne peux pas m'agresser. Si tu ne me remarques pas, tu ne peux pas te prendre à moi. Je rappelle que dans cet ordre de l'agression, il y a le silence, il y a le mépris, il y a l'indifférence. On n'est pas obligé d'attaquer la personne de façon frontale, de le rabaisser, de lui rappeler, etc. Il suffit de garder une attitude lointaine, une distance. La distance, c'est ça le plus important. La distance, la distanciation. Et donc, et c'est cela, et c'est regrettable, et c'est vraiment d'être réduit à ça, d'être réduit à défendre une, presque à demander à ce qu'on soit considéré comme des êtres, ou comme un être, si je parle pour moi, normal. Normal. Sans rien de spécial, que quelque part le caractère d'étrangeté me soit enlevé. Qu'on me considère comme un être ordinaire comme tout le monde, ayant bien fait, mal fait, mais comme tout le monde, qui ne se signale par rien, qui n'a rien de précis, comme des millions de gens, et qui lui ne va pas à chaque fois lui rappeler qu'il est d'origine arabe, ou qu'il est d'origine marocaine, ou qu'il est d'origine... Je me rappelle, puisque c'est revenu un peu dans ma tête, dans ma mémoire, cette Rita Mitsuko que j'ai rencontrée il y a peut-être bientôt 20 ans, un truc comme ça. Je vendais quelque chose qui venait du Maroc, puis elle est venue vers moi, puis elle me parlait des Sawira tout de suite. C'est vrai, c'est aussi de ma faute. Je n'avais qu'à vendre quelque chose qui n'a rien à voir, qui n'aurait pas dû avoir quelque chose avec le Maroc. Mais pourquoi? Moi, je suis pas le représentant du Maroc. Le drapeau n'est pas sur, n'est pas, je n'ai pas dessiné, je me suis pas tatoué le drapeau sur le front. Il y a cette histoire de marquage, hein, et au final, on est fatigué de cela. Il n'y a plus rien, on revendique plus cela, et pourtant, ça s'accroche à nous. Alors, donc en guise de bilan, puisque je me sens un peu fatigué, j'ai du mal à faire ce bilan, à en tracer les grandes lignes en attendant, évidemment, un bilan, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui peut, on peut l'entreprendre d'une façon, puis la fois d'après, on l'entreprend différemment. C'est pas quelque chose qui est figé, malgré que ça parle évidemment beaucoup du passé, mais le passé, on en a des lectures. On n'a pas qu'une approche, on peut aussi le visiter de façon très, très variée. Et il reste que cette histoire de langue, la langue. Évidemment, on se sent un peu, quelquefois, en maîtrise de cette langue, tout en sachant que quelque part, elle est beaucoup plus
c'est pas qu'elle se refuse, mais une langue, j'allais dire, personne ne la possède entièrement, même celui qui naît dedans. Une langue, c'est énormément de possibilités, énormément de variations, énormément, et elle est dans le dictionnaire, dans sa globalité, mais elle n'est pas dans la tête ou de quelqu'un, d'une personne. À un moment donné, il y a des gens qui vivent bien sans jamais faire la rencontre avec un certain nombre de concepts, avec un certain nombre de mots. Ils vivent très bien avec ce qu'ils sont. Quelque part, si j'ai un certain, et je le sens, j'ai à disposition un certain nombre de mots et pas plus, je suis là aussi comme tout le monde, je ne peux pas posséder tous les mots. Il reste juste cette histoire d'accent. Et quelquefois, on se réveille, on a la langue française qui vient facilement, et quelquefois, elle ne vient pas. Et puis, quelquefois, une personne, d'ailleurs, de toutes les façons, une personne va essayer d'entendre un accent ou l'écho d'un accent, quoi qu'on fasse. Si on est devant la personne, elle va essayer à tout prix de vérifier à quel point nous avons un accent, à quel point cela est perceptible. Donc c'est peine perdue, donc c'est pas la peine de vouloir lutter sur ce registre. En tout cas, une langue qu'on pratique depuis son plus jeune âge, puisque ça a commencé à l'école élémentaire, la rencontre avec le français, et pourtant, elle est toujours considérée par d'autres comme quelque chose d'un peu... on accorde la jouissance, on nous tolère cette pratique. On nous dit cette langue on ne peut pas vous refuser. Là c'est vous refusez le droit de l'habiter, de l'utiliser. Ça on ne peut pas vous le refuser. Mais par contre, vous êtes en quelque sorte, c'est quelque chose qui vient en second. Vous la pratiquez presque par commodité. Ce n'est pas votre langue de cœur, c'est pas votre langue de vie, c'est pas votre langue d'émotion, c'est juste comment dire, un outil. Non, cette langue, elle est largement plus, largement, elle est intérieure, elle exprime des choses qu'une autre langue ne peut pas exprimer. Elle est en nous, elle est nous, elle nous exprime à nous. On a du mal vraiment à lui donner une tonalité propre à nous-mêmes, mais là aussi c'est un travail qui manque, une tonalité. Pas ces écrivains là qui racontent leur histoire du pays, là, toujours le côté exotique. Non, parler de cette en français, parler de quelqu'un qui vit en France, mais pas exogène, quelqu'un qui vit en France, pas un francophone, comme on dit, un français, pas un francophone, voilà, j'ai trouvé, on n'est pas des francophones, on est des Français, on n'est pas des parleurs en français, on est des Français, puisque, évidemment, être français, ça ne se détermine pas que par la langue, ça se détermine par un certain nombre de choses connues, et c'est pas la peine de les rappeler, mais on peut, il y a comme une pluralité, on peut très bien, et ça c'est quelque chose que j'ai déjà soulevé, la pluralité des appartenances, avec là, on peut un peu hiérarchiser, on peut aussi essayer de mettre toutes ces appartenances à égalité, comme quelqu'un qui appartient à plusieurs registres, l'appartenance sociale, l'appartenance culturelle un peu, l'appartenance régionale, puis l'appartenance nationale, puis l'appartenance extranationale, puis l'appartenance et l'appartenance. Il y a une multiplicité d'appartenances et cela n'entre pas, n'est pas contradictoire. Cela n'a rien comment dire, n'a rien de suspect. Se sentir multi-appartenant. Et voilà, donc il y a en guise de bilan, en partie pour finir, puisque j'ai un besoin pressant, quelque part,
il y a un peu à convoquer l'universalité, pour sortir de tous ces enfermements, qu'ils soient linguistiques, culturels, colorants, de couleur, enfermement dans la couleur, dans le physique, c'est l'universalité. L'universalité, quelque chose qui dépasse même l'être humain, l'universalité du vivant. Quelle que puisse être sa dimension, petit, grand, micro, macro, peu importe, le vivant. Et, une universalité, les mêmes besoins, on fait face aux mêmes défis, aux mêmes problèmes, aux mêmes risques. Il n'y a pas... euh, et dans cette l'universalité, ce n'est pas la peine de rappeler le vœu universel de la Révolution française ou de toute autre chose. Chaque, évidemment, on parle de l'universel et on essaie toujours de le pratiquer ou de le promulguer à partir de sa propre définition. Là aussi, il y a une vision un peu, il y a à relativiser un peu l'universel de la Révolution française, tout autre. Évidemment, c'était un peu l'émancipation de l'individu au détriment un peu l'individu contre l'autoritarisme, contre l'absolutisme, etc. Là, c'est clair que là, il n'y a pas à contester. Tout ce qui est autorité, je veux dire tout ce qui est absolutisme, tout ce qui est autorité, qui se revendique de quelque chose comme autorité, qui se revendique d'une essence divine, etc. Là, c'était clair que là, il faut partout, il faut se battre contre ça, notamment par exemple en Thaïlande, c'est des choses comme ça qui restent dans le monde. Il y a encore à dissocier l'essence, à dissocier entre le divin et l'humain, peut-être entre le religieux et le politique. Et là, c'est clair qu'il y a encore des choses, et on peut dire que la Révolution française n'est pas encore terminée. C'est pour faire une petite fleur à la France, mais c'est vrai que c'est pas encore fini. Il y a des gens qui se sont pas encore émancipés d'un certain nombre de contraintes. Voilà. Et, euh, et, et quelque part, on est encore une fois pour finir, sans finir, il y a encore, quand je parlais des changements, d'une époque un peu de changements brutaux, radicaux, etc., et on arrive dans une période où l'individu est d'une certaine façon poussé à s'émanciper de tout, mais, euh, mais laissé seul, sans guidance, voilà, sans tuteur, il faut avancer tout seul, et le fait de venir en France, c'est un peu se faire cette évolution-là. On n'est plus contraint, bon, on est un peu contraint parce qu'il y a ce qu'on appelle les compatriotes qui un peu se surveillent les uns les autres, mais il y a cette arrivée dans comment dire, dans un no man's land d'une certaine façon de l'appartenance. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on peut, en France, étranger, on peut se revendiquer de ce qu'on veut, sataniste, peu importe, tout ce qu'on veut, mais le plus difficile, c'est pas de se revendiquer contre, c'est de se revendiquer avec. Se revendiquer français, c'est ça le plus difficile. Mais après, si en France on a envie de se revendiquer d'un certain nombre de choses qui auraient été complètement impossibles dans le pays d'origine, qui auraient mérité, je ne sais pas quoi, la mise à mort ou l'excommunication, etc., dans les pays d'origine, il est possible de le faire en France, avoir une sexualité multi, etc., avoir changer de genre, tout ce qu'on veut, il y a des choses comme ça qu'on peut faire, mais qu'accéder au statut de normal, d'être lambda, d'être basique, ça c'est le changement, ça c'est la révolution à venir d'une certaine façon. Donc il y a donc la naissance dans un monde où on a fait un peu du relativisme à tout va, et on a un peu considéré que tout allait,
qui valait à tout et qu'il n'y a aucun dogme qui puisse prétendre à la suprématie ou à l'universalité au détriment des autres, que chaque vision culturelle, historique, chaque récit historique, on pouvait lui opposer un autre récit, d'une certaine façon, ces deux récits s'annulent, que celui qui se considérait comme un bienfaiteur, ben, il est possible qu'il soit plutôt un malfaiteur. Et à ce moment-là, il y a une inversion, pas totale, mais une grande inversion de son propre positionnement. Et cette chose-là est intéressante, évidemment, parce qu'il faut aussi un peu secouer l'arbre de nos certitudes. Et quelquefois, on est un peu trop dans le confort d'un positionnement. On se revendique de quelque chose qu'on nous a transmis jusqu'au jour où il nous sera impossible de ne pas constater les contradictions de cette revendication. Et là, le processus a été accéléré et voilà, donc on constate que ce qu'on a revendiqué, un exemple, وين الملايين الشعب العربي وين, c'est quelque chose là comme un code. Je défie quiconque de vraiment tout de suite, en entendant ces deux mots, ces deux phrases, الشعب العربي وين, وين الملايين الشعب العربي وين, ça c'est quelque chose une clé, comme une clé. Et c'est là où on comprend que le problème est d'une dimension vraiment l'individu il n'est pas il est quelquefois en incapacité d'arriver au bout de ce qu'il a en lui, en fait, ce qu'il doit en fait, d'une certaine façon transformer. On doit se transformer d'un être localisé à un être un être multidimensionnel. Et c'est là le problème. On continue d'appartenir à une certaine vision des choses. Et cette appartenance, là, quand je cite ces deux vers, il y a l'émotionnel qui est là. Et c'est cet émotionnel qu'il faut savoir réduire, parce il n'est pas pertinent, parce qu'il joue sur un registre presque inconscient. Il fait appel à des réflexes et non pas à une analyse, non pas à une vision réaliste des choses. Il n'y a pas de communauté arabe, il n'y a pas de Oumma arabe, il n'y a pas d'arabe, il y a une langue arabe. Voilà, c'est que réduire les choses à ça. Il y a une langue qu'on partage et à laquelle un certain nombre sont affiliés, mais voilà un peu je ne peux pas continuer parce que le besoin de pression est toujours là, mais surtout, il faut évidemment, j'appelle toutes les volontés, toutes les bonnes volontés à m'accompagner dans ce travail, si certains le veulent bien, ce travail d'établissement de quelque chose, non pas un manifeste, mais un bilan d'étape, pas individuel, mais collectif, un bilan d'étape. Voilà, on va dire, on est là, on parle, on est là, et c'est d'autant plus intéressant, plus pressant qu'un certain nombre de choses se déroulent devant nous. Si on n'est pas quelque part, si on participe à l'histoire, au mouvement des idées, etc., ben, ce mouvement d'idées, ce mouvement d'élaboration conceptuelle et d'explication et de proposition, ben, il se fait sans nous, il se fait en dehors de nous, et quelque part, participons nous aussi, nous qui sommes peut-être un certain nombre à privilégier plus le pas vers l'autre plutôt que
plutôt que l'immobilisme, plutôt que la rigidité. Nous aimons pratiquer, comment dire, l'ouverture, j'ai pas trouvé d'autre mot, et l'intégration, nous intégrons l'autre notre perception du monde, nous n'excluons pas. Voilà un peu la chose. Nous n'essayons pas, ne pensons pas que nous avons le monopole de la vérité. Et c'est cela qui, alors que d'autres ont tendance à vouloir penser euh, qu'il y a une vision totalisante, qui a une vision qui peut être tout expliquer et presque on n'a pas besoin de réfléchir puisqu'il y a déjà quelque chose, un digest qui est déjà tout prêt à notre disposition. Il suffit juste de l'utiliser. Il n'y a pas besoin de l'apprendre par cœur, il n'y a pas besoin de faire l'effort, il n'y a pas besoin d'interprétation, de questionnement, de réflexion. La réflexion n'a aucune utilité. Elle est réservée à quelques-uns et puis même c'est fini, a été fait, il n'y a pas besoin de réfléchir, il y a à agir. Agir dans quelle direction? C'est agir un peu dans le chaos, agir un peu dans l'improvisation, agir un peu dans la conscience, dans la folie. Hein, voilà. Un peu, voilà. Donc, je me suis, je me suis, euh, je me suis, non pas injecté, je me suis, euh, j'oublie le terme, c'est un terme médical, je me suis accordé un petit moment d'autosatisfaction. Les mots sont venus et donc je me suis et quelque part une sorte évidemment ça il faut s'en méfier, une sorte de contentement de soi parce qu'on a réussi à trouver quelques mots, pauvres mots après tout, avec l'élan qui a été donné à ce discours. Hein, on a trouvé quelques facilités, des fois ça ne vient pas facilement, des fois on entreprend un propos et on ne sait pas où on va arriver, mais quelquefois certaines choses se présentent plus facilement et on en est content. Donc je me suis accordé un petit moment de plaisir avec ces mots qui sont venus plus facilement que d'autres fois, qu'à d'autres moments. Et puis voilà, donc j'espère surtout ne pas délaisser ce travail d'élaboration d'un bilan. J'espère aussi avoir quelque chose à dire la prochaine fois que je l'entreprendrai. La prochaine fois que je l'entreprendrai. À bientôt.